See? Not so bad. Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle chronique sur Jurassic World Dominion, Jurassic World Le Monde d'après en français, réalisé par Colin Trevorrow et qui fait suite à Jurassic World premier du nom, Jurassic World Fallen Kingdom et évidemment la trilogie originale Jurassic Park, réalisée pour les deux premiers volets par Steven Spielberg. Et donc là on a une sorte de conclusion à cette nouvelle trilogie entamée en 2015 je crois, et qui jusque-là, pour ces trois volets en particulier, m'avait pas forcément beaucoup convaincu. J'avais été très déçu par le premier Jurassic World parce que c'était qu'une copie selon moi de Jurassic Park, où les personnages sont à peu près tous aussi bêtes les uns que les autres. Ils ne retiennent rien des leçons du passé. Fallen Kingdom apportait quelque chose de plus, un genre, une façon d'aborder le sujet un petit peu différente, et se contentait pas forcément d'être dans les pas de Spielberg et essayer d'amener le récit quelque part ailleurs. Avec Colin Trevorrow qui revient aujourd'hui sur ce nouveau volet, forcément les attentes sont revues un peu à la baisse parce que quelque part on sait qu'il va revenir dans le droit chemin, dans les chemins balisés de la saga, et ça c'est un petit peu dommage, et effectivement le film ne fait que confirmer cette impression de déjà vu, redéja vu, qu'on avait déjà en voyant son premier Jurassic World. Là c'est terrible, parce que le truc ne prend même plus. Alors sur Jurassic World on pouvait encore se dire bon c'est un semi-reboot pour relancer la franchise et puis amener avec lui une nouvelle génération de spectateurs, voilà. Sauf que là cette conclusion elle est très paresseuse. On se contente en fait du minimum syndical et on se contente surtout des effets de fanservice pur et simple, avec la présence des trois héros originaux, Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill, qui reviennent jouer entre guillemets parce que c'est très compliqué d'apprécier leur prestation. On est très content de les revoir parce que ça marche en fait, c'est du fanservice, donc généralement ça fonctionne en premier lieu. Mais force est de constater que sur la longueur, en fait, leur apport à l'histoire n'est que minime, et voire même il dessert complètement l'ensemble, donc c'est assez triste à voir. Donc l'histoire prend place 4 ans, je crois, après les événements de Fallen Kingdom. Les dinosaures se sont éparpillés dans la nature, ont fait un peu leur chemin, pour paraphraser Ian Malcolm. Voilà, en fait... les héros vont être amenés encore une fois à être dans une sorte de huis clos, non pas un parc cette fois-ci, mais un espèce de centre scientifique, réserve naturelle, qui prend la place de Jurassic Park et de Jurassic World. Donc on nous refait le coup encore une fois du huis clos un peu angoissant. Et puis bon, ça apporte pas grand-chose en fait. C'est très difficile à résumer tellement ça va dans plein de sens, puis en même temps ça reste vraiment très sage. Alors que la promesse du deuxième, de Fallen Kingdom était assez alléchante, d'avoir enfin un monde où les dinosaures évoluent en pleine nature, sont amenés à côtoyer des humains, où les deux espèces cohabitent. Et finalement, c'est assez vite évacué. Il y a une introduction, on voit un mosasaure encore une fois qui attaque des pêcheurs. C'était une scène qui était dans la bande-annonce. Des ptérodactyles qui attaquent pendant un mariage, etc. On voit ce genre de truc, mais très vite, en fait, on n'a pas l'impression que finalement les dinosaures ont pris une place sur Terre. On a l'impression que ils sont concentrés à 2-3 endroits. Du coup, la déception par rapport à la promesse de Fallen Kingdom est vraiment assez puissante. D'autant plus que la promo du film axait quand même vachement sur cet aspect de dinosaures qui ont repris leur vie sur Terre. Et finalement non, pas du tout, on est vraiment dans un épisode très classique finalement de Jurassic Park. Donc sur ce point déjà c'est très très décevant. Et puis pour
continuer un petit peu dans la critique un peu globale, en fait cette trilogie me rappelle énormément le travail qu'a fait Disney sur la post-logie Star Wars, avec un réalisateur, donc là c'est Colin Trevorrow, mais c'était J.J. Abrams pour l'épisode 7 de Star Wars, où un réalisateur fait son truc, un réalisateur suivant, donc Rian Johnson, ou Juan Antonio Bayona prennent la suite, vont dans une direction un petit peu plus audacieuse quelque part, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ils essayent de sortir un petit peu des sentiers battus. Et puis finalement on revient pour la conclusion aux fondamentaux, on rappelle J.J. Abrams ou Colin Trevorrow, sachant que Colin Trevorrow d'ailleurs devait réaliser l'épisode 9 de Star Wars, mais finalement en voyant Jurassic World Dominion, je me dis que Star Wars 9 n'était peut-être pas si mal, même si je l'aime très peu, mais je me dis qu'il aurait fait vraiment un carnage, parce qu'honnêtement sa réalisation est assez plate, assez ratée en fait, on peut le dire. Il essaye de singer des effets de Spielberg, des mouvements de caméra, des façons de jouer des acteurs aussi qu'il essaye de remettre un petit peu dans son ensemble, mais ça fonctionne jamais en fait, c'est plat, on dirait, c'est à peine bien filmé, les effets spéciaux sont pas toujours crédibles, donc c'est un petit peu décevant. Et puis ça me rappelle Star Wars aussi, parce que comme pour Star Wars la post-logie, on a aussi du coup les 3 héros originels qui reviennent, donc Ellie Sattler, Alan Grant et puis Ian Malcolm. Et puis cette façon de les utiliser, c'est pareil, c'est des personnages qui n'ont absolument pas évolué depuis 30 ans. Voilà, ils ont les mêmes costumes, ils ont les mêmes réparties, la même pensée, en fait ils n'ont pas du tout grandi en 30 ans. À ce titre d'ailleurs, Alan Grant est assez contradictoire par rapport à notamment Jurassic Park 3, où son personnage avait un petit peu évolué par rapport à sa vision des choses. Là on a un véritable retour en arrière. On voulait le Alan Grant de Jurassic Park de 93, c'est le Alan Grant de Jurassic Park de 93. C'est pareil pour Ellie Sattler, c'est pareil pour Ian Malcolm, qui est toujours celui qui sort les meilleurs punchlines, même si là du coup dans le film je trouve que son usage le ridiculise complètement. Et puis c'est une façon en fait de les avoir comme des espèces de trophées en fait dans le film, où Ellie Sattler par exemple a la même tenue que dans Jurassic Park. Ils n'ont même pas cherché à faire autre chose. C'est la même chose que pour Han Solo dans l'épisode 7. On le retrouve, il est redevenu contrebandier. Il n'a pas essayé de faire autre chose, il est redevenu contrebandier parce que c'est ce qui marchait avec ce personnage dans l'épisode 4. Là c'est pareil, on cherche pas forcément... autant on avait vu Ian Malcolm dans une petite apparition dans Fallen Kingdom. Il avait l'air beaucoup plus grave, il avait l'air beaucoup plus... vieux, on sentait qu'il avait quelque chose de plus par rapport à sa version de 93. On sentait que c'était un personnage qui avait vieilli tout naturellement, mais là en fait on les retrouve comme dans un musée quoi. C'est vraiment on cherche pas à en faire autre chose, c'est des pièces de musée, on les regarde, ils sont là pour faire joli sur la photo, et c'est tout. Du coup on se retrouve avec des personnages qui encombrent finalement plus qu'autre chose le récit. C'est d'autant plus dommage que les personnages de la trilogie Jurassic World, donc Owen et Claire et d'autres dont j'ai oublié un peu le nom, sont déjà assez pauvres comme ça, et là en fait ils ont même plus la place de se développer, on s'en fout en fait complètement d'eux. On veut juste voir les héros d'autrefois, et tout le monde se marche un peu dessus dans le récit quoi. Ça fait vraiment une espèce d'embouteillage, et ça ne marche quasiment jamais en fait. Et on essaye en plus de nous faire un truc un peu à la Avenger Endgame, où... alors je suis pas fan forcément de Avenger, mais il y avait quelque chose d'épique qui marchait dans Endgame, au moment où tous les héros se retrouvent, et puis on a un petit frisson. Et là en fait dans le film, ça ne marche pas du tout. Bon, ça tient au fait que, comme je disais, les personnages de la trilogie Jurassic World, moi, me sont complètement étrangers. Je sais même pas qu'est-ce qui les caractérise, à part que l'un est dresseur. L'autre est devenu d'un film à l'autre working girl. Maintenant, elle travaille pour un truc genre L214 pour les dinosaures. On comprend pas en fait son cheminement à Claire. C'est pas tout à fait lisible en fait comme parcours. Quand ils arrivent tous ensemble sur la photo, parce qu'il y a un plan un petit peu comme dans Avenger, où on essaye de mettre tous les héros
sur la même frame, et ben ça marche pas en fait, ça ne marche pas du tout, et pourtant c'est le premier moment du film où Michael Giacchino envoie le thème de Jurassic Park, mais non, ça ne fonctionne pas du tout, ça m'a pas du tout saisi en fait. Alors ça fait plaisir évidemment de revoir Laura Dern, de revoir Jeff Goldblum, Sam Neill, ça fait plaisir parce que ce sont des acteurs avec qui on a grandi, et avec qui on aurait aimé vivre d'autres aventures au travers les films, mais là il est trop tard. En fait, il est trop tard, et surtout, ça ne marche pas parce que on les a figés dans le temps, dans du formol, et qu'on les ressort là pour les montrer à la caméra. Si ça avait été un Alan Grant un petit peu plus blasé, je sais pas, ou un Ian Malcolm un petit peu plus grave, comme ce qu'on avait entreaperçu dans Fallen Kingdom, et bah du coup, ça aurait pu éventuellement fonctionner. On se serait dit, bon bah voilà, ils ont pris un peu de la bouteille, ils ont grandi, mais non. Et puis, on nous rejoue exactement les mêmes scènes. Quand Ellie Sattler enlève ses lunettes, quand Ian Malcolm va essayer d'attirer avec un fumigène, donc là c'est pas un fumigène, mais bref, c'est un peu la même idée. Toujours la mine un petit peu du coin de l'œil de Alan Grant. Voilà, on essaye vraiment de reproduire toute l'iconographie du premier Jurassic Park. Et ouais, non, ça marche pas, ça marche rarement. Donc en termes de réalisation, je le disais, c'est complètement quelconque. Colin Trevorrow essaye vraiment de singer le plus possible Spielberg, enfin le style de Spielberg. Et ouais non, ça marche pas du tout parce que il arrive pas à donner de profondeur à ces images. Les dinosaures sont souvent bord cadre, on n'arrive pas à avoir de valeur d'échelle entre les sujets. Par exemple, on a rarement un humain et un dinosaure plein écran dans le même plan. Ça arrive très rarement, il y a bien le truc avec le brachiosaure au départ, avec des ouvriers devant lui. Et même ce plan, il est très bord cadre, très télévisuel, ça marche pas forcément. Et en fait, même la façon de représenter, je sais pas, le tyrannosaure par exemple, est complètement lambda. Il cherche pas à le magnifier ou quoi que ce soit, c'est filmé comme ça vient en fait. Donc même dans l'action, si, il y a peut-être 2-3 effets de montage qui marchent plutôt bien, mais sans plus en fait, c'est pas formidable. Les scènes d'action, par exemple à Malte, sont presque illisibles pour certaines, parce que le cadre est toujours, c'est toujours filmé, les gens sont contre des murs. Enfin voilà, c'est très difficile de s'y retrouver, et puis surtout d'avoir une quelconque peur pour le destin des personnages, puisque c'est aussi un des points faibles du film, c'est que à aucun moment les personnages sont mis en danger, ou véritablement on sent du stress pour eux ou quoi que ce soit. Ça n'arrive jamais dans le film. D'ailleurs, j'ai jamais vu un film de dinosaures avec aussi peu de morts à l'écran. Il doit y en avoir 3 ou 4, et c'est des personnages complètement lambda. Donc non, rien ne fonctionne en fait. En termes de scénario, ça part dans tous les sens. Maintenant, je vais spoiler un petit peu, mais maintenant, ce ne sont plus vraiment les dinosaures la menace, mais finalement des sauterelles. Voilà, parce que pourquoi pas. Et puis, non, parce qu'en fait, derrière tout ça, évidemment, à chaque fois, c'est l'industrie génétique, etc., qui fait que, c'est eux qui représentent véritablement la menace, et on sent que le film aimerait être un pamphlet écologique, chose qu'il n'est à peu près jamais. Mais il y a cette dimension-là, à travers notamment le personnage de Henry Wu, qui tout à coup est devenu, n'est plus un généticien comme dans le premier Jurassic Park, n'est plus un homme d'affaires plus ou moins comme dans Jurassic World et Fallen Kingdom, mais est devenu une sorte de Julien Assange bizarre. Donc non, tout ça on sent que ça part dans tous les sens, qu'il n'y a pas de direction. C'est aussi ce qui rapproche cette trilogie de la postlogie Star Wars, c'est que chaque volet écrit un peu en mode cadavreski en fait le truc, et ça ne fonctionne jamais. Les personnages, on n'y croit jamais. Et là, pour l'antagoniste, ils nous ont sorti un mec du placard, Lewis Dawson, qui était un personnage très secondaire au début de Jurassic Park premier du nom, toujours dans cette volonté de raccrocher un petit peu les wagons avec le film original. Mais le méchant est d'un ridicule absolu, c'est une sorte de parodie de Steve Jobs. Ça marche
pas du tout en fait, il y a rien qui va. Et niveau casting, c'est un peu pareil, à part les 3 acteurs originaux, Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill, qu'on a plaisir à revoir. Et ça fait de la peine de les voir dans des rôles qui sont pas forcément des rôles, mais où ils reprennent juste les... C'est une sorte de cosplay en fait de luxe. Ça fait un peu de peine de les voir comme ça, mais ça fait plaisir aussi de les revoir tous les 3 ensemble. Mais voilà, c'est un beau gâchis, comme la postlogie nous en avait offert un aussi avec les retrouvailles qui n'ont jamais eu lieu entre les 3 héros originaux. Et puis on a Chris Pratt, avec qui j'ai de plus en plus de mal. Je trouve que c'est un acteur assez limité à mon sens. Je sais pas trop ce qu'il apporte en fait au personnage, ni le côté léger, ni le côté drama. En fait, il apporte une carrure, physiquement, il essaye d'imposer un petit peu son personnage, mais il est assez mal écrit, il est assez... Voilà, on sait pas trop ses motivations, tout ça. C'est un petit peu chiant. Bryce Dallas Howard, c'est pareil, moi c'est une actrice que j'aime bien habituellement, notamment dans Le Village par exemple, de M. Night Shyamalan, que j'avais beaucoup aimé. Mais ouais, dans ce rôle-là, je pense que là c'est plus un problème d'écriture, le personnage de Claire est complètement mal écrit. Voilà, il part dans tous les sens aussi, c'était la gérante de Jurassic World, ensuite, maintenant c'est une activiste, enfin, je veux bien, hein, les personnages ont le droit d'évoluer, justement c'est ce que j'aurais voulu pour les 3 personnages originels, mais là, c'est un peu les opposés en peu de films, et en peu de temps, donc j'ai du mal à y croire en tout cas. On a Isabella Sermon aussi qui joue Macy Lockwood, qui est pas sensationnelle non plus. Elle apporte un petit peu de répartie, une dynamique un peu nouvelle entre Owen et Claire, mais ça fonctionne pas des masses. On a dit Wanda Wise qui joue Kayla aussi, c'est un nouveau personnage. C'est pareil, elle n'est caractérisée que par l'avion. Voilà, il y a qu'à voir le dernier plan avec elle dans le film. Son but, c'est un avion. Vous comprendrez en voyant le film. C'est ce genre d'effets d'écriture qui sont complètement à la ramasse, quoi, finalement, dans l'écriture des personnages. Donc voilà, je vais même pas chercher à développer plus. En termes d'effets spéciaux, c'est pas terrible, pas toujours terrible en tout cas. Il y a des scènes où ça fonctionne bien, hein, les scènes de nuit toujours, parce que c'est plus facile de dissimuler un petit peu les faiblesses visuelles par des séquences nocturnes. Il y a beaucoup de séquences, notamment à Malte, où les dinosaures sont très mal intégrés au décor. Et ça fait un peu mal aux yeux, et ça fait surtout mal de savoir que 30 ans avant, Jurassic Park avait fait mieux que ce qui est fait là. Donc voilà, c'est un petit constat comme ça. La partition de Michael Giacchino, qui reprend la baguette depuis 3 films, à celle de John Williams. Les deux premiers Jurassic World, d'un point de vue musical, étaient assez corrects. Ça s'inscrivait bien dans la démarche de John Williams. Là, je trouve que la partition, elle est fade, il n'y a rien. Le thème Jurassic Park, on l'entend qu'une fois, donc, au moment où tous les héros se retrouvent. Mais c'est tout. C'est très vide, en fait. C'est juste de la musique d'ambiance. Il n'y a pas de thème fort. Chose que Jurassic Park a toujours cherché à faire. Enfin, le travail de John Williams, c'est toujours ça. C'est la musique qui dicte, quelque part, l'image. Et là, non, c'est juste une musique d'ascenseur derrière qui permet de masquer un petit peu le truc, de donner un petit peu d'homogénéité entre les scènes. Mais non, on a connu ce compositeur vachement plus inspiré. Ça arrive, de faire des partitions un petit peu en dessous, mais voilà, ça fait partie aussi de la déception, c'est la partie musicale. Donc écoutez, je vous encourage à aller voir ce film pour vous donner une idée, mais je vous aurais prévenu que ce n'est pas forcément le meilleur Jurassic Park, ni même le meilleur film de l'année. Donc n'hésitez pas à vous faire votre propre idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, ciao.